Bonjour à tous, on est très heureux d'être là ce soir pour vous parler de notre solution. Donc, je vais d'abord me présenter, je m'appelle Charles Ramy, je suis ingénieur avant-vente au sein de la société Swimlane. Et l'idée de ce meet-up, c'est de vous montrer l'intégration de Swimlane avec Elasticsearch. Donc on va faire une démonstration, on va imaginer un scénario d'attaque et on va voir comment les deux solutions peuvent interagir ensemble. Alors comme je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion de SOAR, je me suis permis d'avoir quelques slides pour vous illustrer un petit peu à quoi va servir notre solution dans une entreprise. Donc en fait, dans une entreprise, on a une entité qui devient de plus en plus importante, qui est ce qu'on appelle le SOC, le Security Operations Center. Et c'est l'entité finalement qui va recevoir toutes les alertes de sécurité des équipements, que ce soit le firewall, que ce soit le DR, que ce soit le NDR. Et en général, toutes ces informations, elles vont être envoyées à Elasticsearch. Le problème que les SOC ont aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'alertes. Donc il y a ce qu'on appelle, il y a un terme en anglais qu'on appelle le terme alerte fatigue. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que les security analysts qui sont là pour traiter les alertes, le cycle de vie d'analyste au sein de l'entreprise est très court. Parce que leur job est trop répétitif, ce qu'ils font n'est pas forcément intéressant, et c'est surtout qu'ils reçoivent beaucoup trop d'alertes, et on a du mal à justifier le recrutement d'autres security analysts. Donc souvent, ils s'en vont, ou dans le pire des cas, ils font un burn-out. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces solutions de type SOAR. Alors qu'est-ce qu'un SOAR? Alors, je ne suis pas allé bien loin pour trouver une définition, je suis allé sur le site d'Elastic. Et donc, il y a une très bonne définition. Alors, en anglais, un SOAR, c'est quoi? C'est Security Orchestration, Automation and Response. Alors, en version française, on va faire de l'orchestration, de l'automatisation et de la réponse. L'idée, c'est vraiment de soulager les security analysts au sein du SOC pour les décharger de toutes ces tâches qui sont répétitives. Parce que dans toutes ces alertes qu'on va recevoir, le security analyst, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les qualifier. Qualifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser l'alerte et après aller à la pêche aux informations. Par exemple, quand je vois qu'il y a un utilisateur qui s'est fait attaquer, déjà, il faut savoir de qui il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un d'important ou pas? Est-ce que cette personne elle a potentiellement accès à des données importantes ou pas? Et surtout, est-ce que l'alerte est avérée ou pas? Ça prend du temps et c'est des choses qu'on peut automatiser. Et nous, on va être là pour ça. On va être là pour automatiser tout ça et surtout d'essayer de répondre le plus vite possible pour clôturer l'incident. Donc, si on va plus loin dans notre solution, si on regarde un petit peu les solutions SOAR sur le marché, on va retrouver différents types de solutions. Il y a les SOAR historiques, on dit legacy pour reprendre les termes anglais, qui font beaucoup de full code. C'est-à-dire que pour automatiser des tâches, je vais devoir m'interfacer avec votre écosystème. Ça veut dire que je vais devoir m'interfacer avec Elasticsearch, mais je vais devoir m'interfacer avec mon EDR, avec mon firewall, avec ma solution d'IAM. Et tout ça, ça peut être complexe. Donc il y a beaucoup de solutions où il faut pas mal développer. Et vous le savez, développer, ce n'est pas nécessairement un problème, mais c'est quand la personne qui a fait le code part de l'entreprise que ça devient un problème. Parce que souvent, ce n'est pas bien documenté. À maintenir, ça peut être vite complexe. Donc c'est vrai que les solutions full code, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut développer. À l'inverse, les solutions type no code, ça peut être séduisant parce que ça peut être vu comme une solution plug and play, mais au final, ça devient limité. Donc la solution Swimlane, on est vraiment dans le meilleur des deux mondes. On est une solution de type low code. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire le moins de code possible tout en étant flexible et permettre aux clients finalement d'adapter les playbooks, ce qu'on appelle playbook, on verra ça tout à l'heure, pour répondre au maximum de use cases. Alors notre plateforme, parce qu'on appelle ça une plateforme, c'est vraiment une plateforme pour les inventeurs. Vous allez voir le scénario qu'on va voir tout à l'heure. On a été s'interfacer évidemment avec Elasticsearch, mais on a été s'interfacer également avec une solution de CTI, on a été s'interfacer avec une solution de ressources humaines. Donc on peut vraiment faire énormément de choses. Pour reprendre un terme anglais, sky is the limit. C'est vraiment, on peut quasiment tout faire. On a même des scénarios un peu tordus qu'on a eu récemment, mais sur lesquels on va être capable de répondre. En termes d'architecture, c'est quelque chose qui va pouvoir s'installer
on-premise, donc sur site, mais également dans le cloud, ou voire même sur des clouds privés type AWS, GCP et Azure. Donc on a vraiment cette flexibilité. On a des clients qui veulent garder cette notion de on-prem, et à l'inverse, on a des clients qui veulent aller dans le cloud. Donc on va être capable de faire ces différents modes d'installation. Après, pour aller récolter l'information, on va utiliser ce qu'on appelle des API. Donc aujourd'hui, la majeure partie des solutions ont des API qui vont leur permettre de communiquer avec d'autres solutions. Donc c'est comme ça qu'on va en général s'interfacer en utilisant des API. Et après, on va pouvoir avoir des applications qui vont tourner, applications de type case management, du reporting. Et après, on va avoir différents scénarios qu'on va pouvoir configurer, implémenter sur la solution. Le scénario dont on va discuter aujourd'hui fait vraiment partie du SOC, où là, on va recevoir une alerte. Donc, on est vraiment dans celui-ci, dans l'alerte triage, dans le tri des alertes, pour essayer d'optimiser et comprendre ce qui s'est passé. Alors, le use case qu'on a imaginé, c'est celui-ci. On a une solution d'identity management qui est Okta. Cette solution permet de faire de l'authentification, de faire de la centralisation d'authentification. On peut faire du multifactor, des choses comme ça. Et cette solution d'authentification, elle a cette capacité de détecter des choses anormales. Par exemple, je suis Charles Ramy, je me connecte au VPN basé à Boulogne-Billancourt. Si une demi-heure après, je me connecte de Chine, c'est bizarre. C'est ce qu'on appelle du too fast to travel. En une demi-heure, je ne suis pas capable d'aller me connecter, d'aller en Chine. Donc ça, c'est le genre d'alerte que Okta va être capable de détecter et remonter. Et remonter à qui? À Elasticsearch. Nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille dans Elasticsearch les informations qui sortent un peu du lot, les alertes de sécurité. Je suis au SOC, donc quand je vois quelque chose d'anormal, je vais m'y intéresser. Donc là, typiquement, on va recevoir une alerte de type Unusual Authenticate Time for User. C'est-à-dire que l'utilisateur s'est connecté à une plage horaire dont il n'a pas l'habitude de le faire. Peut-être qu'il s'est connecté la nuit. Alors du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ce qui s'est passé. On va aller regarder dans Elastic, voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'a fait l'utilisateur. Et en fait, vous allez voir dans la démo que l'utilisateur, il a été récupérer un document assez confidentiel et il l'a copié, il se l'a envoyé par mail et il l'a stocké sur une clé USB. Et donc l'idée, c'est de mener l'enquête pour voir pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'il a fait d'autre et essayer de comprendre si c'est vraiment lui ou pas. Alors, on va passer à la démo. Hop. Alors, pour générer cette alerte Okta, ça, c'est quelque chose que je vais faire manuellement. Donc ici, je vais créer un nouveau champ et je vais générer une alerte. Donc, je vais simuler l'alerte Okta pour qu'elle soit envoyée à Elasticsearch. Donc là, quand je fais ça, OK, il y a une alerte qui est envoyée à Elasticsearch. Donc là, nous, comme on surveille Elasticsearch, on regarde toutes les alertes qui sont sensibles, on a vu quelque chose d'anormal. Donc là, si je zoome un petit peu, on a reçu cette information. On voit qu'effectivement, Okta a envoyé des informations à Elastic, mais il y a une information qui était de type Unusual Authentication Time for User. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors, quand on reçoit une alerte de sécurité, souvent, on a besoin de comprendre, d'avoir ce qu'on appelle le contexte. Donc, le contexte, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, un utilisateur. Savoir où est-ce qu'il habite, si on est une multinationale, dans quel pays il est, quel est son job. Donc, en fait, notre solution Swimlane, on est capable de l'interfacer avec des outils RH. Alors, ça peut être tout simplement l'Active Directory, mais par exemple, dans notre cas, quand je clique sur l'utilisateur, parce que Steve Smith, moi, je ne sais pas qui c'est. Donc, quand je clique sur le lien, là, j'ai une interconnexion. Et en fait, on va aller chercher dans l'outil Workday, qui est une solution de ressources humaines, de plus en plus utilisée, qui collecte des informations. On peut poser ses congés, etc. au travers de cet outil. Là, je commence à avoir du contexte sur l'utilisateur. Je vois que l'utilisateur, déjà, il est toujours dans l'entreprise. Il n'a pas donné sa démission. Son titre, il est responsable des ventes des vaccins.
donc un poste assez important. On a sa date d'entrée dans l'entreprise et on a également le nom du manager. Bon, alors ça me donne déjà une information que c'est quelqu'un quand même d'important qui potentiellement peut avoir accès à des informations confidentielles pour l'entreprise, qui peuvent être assez sensibles. Donc on va continuer l'investigation. Donc comme l'alerte m'a été remontée par Elastic, ça peut être une bonne chose déjà d'aller regarder tout ce qu'Elastic a récupéré comme information. Donc là, je clique dessus. Donc là, automatiquement, je pivote vers Elasticsearch de mon entreprise qui a collecté les informations remontées par les différents outils de sécurité. Donc vous vous souvenez, l'alerte de sécurité que j'ai reçue venait d'Okta, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui ont envoyé des informations sur l'utilisateur. OK. Donc là, j'ai requêté Elasticsearch pour avoir des informations sur l'utilisateur en question. Donc ça, la requête, elle a été construite automatiquement et dans ce qu'on a envoyé à Elasticsearch, il y avait automatiquement les informations dont j'avais besoin. Donc on a la timeline, c'est-à-dire la plage horaire qui m'intéresse, et on a l'utilisateur en question. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Alors, déjà, si on remonte, si on reprend l'historique, hop, voilà. Là, on a la première alerte qui a été envoyée. On a Unusual Authentication Time for User. Donc ça a été la base de mon investigation. Après, on voit que l'utilisateur, une fois qu'il a été connecté, il a été faire des choses quand même assez bizarres. Donc par exemple, là on voit qu'il y a du upload. Il s'est connecté sur un Google Drive, Unusual Shared Drive, donc quelque chose d'assez inhabituel. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un download. Alors si on clique dessus pour voir un peu plus en détail ce qu'il a fait, donc là on va voir qu'il s'est connecté sur le Google Drive. Et là, si je continue un petit peu l'investigation, file name. Je vois qu'il a téléchargé un document, Internal Secret Vaccine Receipt. Alors le nom du fichier peut faire un peu rire, mais globalement, quand on regarde le nom du fichier, on se rend compte que c'est une information quand même ultra confidentielle pour l'entreprise. Donc l'utilisateur a récupéré ce document-là, et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a été copié sur un autre Google Drive. Donc là, ça devient quand même très préoccupant. Quand on regarde un peu plus en détail, on voit qu'il y a eu une nouvelle clé New USB Storage Device Detected. Et on voit finalement que l'utilisateur se l'est également envoyé par email. Donc là, mon alerte, elle commence à être de plus en plus préoccupante parce qu'on partait d'un utilisateur qui s'est connecté à une plage horaire inhabituelle. Et là, finalement, on se rend compte que l'utilisateur a fait quand même des choses assez préoccupantes. Donc on continue l'investigation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le ticket me paraît assez suspicieux pour continuer l'investigation. Donc là, je vais cliquer sur Analyse in Progress et je vais créer un ticket pour que quelqu'un vraiment gère le ticket et va aller plus loin dans l'investigation. Alors, mon ticket a été créé. Ici, je vois que j'ai un ticket qui a été créé. Donc maintenant, je vais ouvrir ce ticket. Et en fait, ce ticket, quand on est dans une solution de ticketing, de case management, vous savez comment ça se passe, il faut que quelqu'un prenne le ticket. C'est-à-dire, on va claimer le ticket. Et ça, c'est important parce que quand on veut regarder les SLA, par exemple dans un SOC, une information qui va être très importante pour le SOC manager, c'est de mesurer ce qu'on appelle le dwell time. Donc c'est le temps entre le début de l'alerte et le moment où j'ai vraiment pu clôturer l'incident. Donc c'est pour ça que c'est très important de tout enregistrer, et donc tout ça, ça va être enregistré dans la solution. Donc là, je vais faire claim case, je vais m'affecter finalement le ticket. Donc là, ça y est, le SLA démarre. Dans ma solution, en général, les SOC, ils vont utiliser d'autres outils. Donc la pièce maîtresse du SOC, c'est souvent, ça va être Elastic, parce que Elastic va récupérer toutes les informations. Donc on a tendance à dire que ça va être le puits de log, le puits d'informations.
mais il faut également aller récupérer de l'intelligence. Donc aujourd'hui, dans le monde des SOC, on fait de plus en plus appel à des solutions qu'on appelle de CTI, de Threat Intelligence. L'idée, c'est d'aider les security analysts à comprendre si une adresse IP a déjà été vue comme étant malicieuse ou si un document, un hash, est connu pour être également malicieux. Donc là, dans mon cas, je vais cliquer sur, ici, ma partie de corrélation avec mes outils de Threat Intelligence. Alors, sauf que moi, l'information qui est suspicieux aujourd'hui, c'est simplement un username, une adresse email qui s'est connectée à un temps bizarre. Il se trouve que cette adresse email, elle a été vue à plusieurs reprises dans des listes, dans le dark web, avec adresse email et le mot de passe. Alors, vous savez que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Enfin, je pense, moi, j'utilise Apple. Je fais pas de pub pour Apple, mais par exemple, souvent, mon Mac me dit, tiens, ton mot de passe, là, il a été victime d'une fuite d'informations, un site web s'est fait hacker, la base utilisateur a été partagée sur le dark web. Là, très clairement, c'est ce qui s'est passé pour cet utilisateur. Donc là, son mot de passe a été leaké, donc il a été partagé sur le dark web, donc ça veut dire que n'importe qui peut utiliser son compte. Il est toujours employé, son compte, son mot de passe pourtant, il matche bien la complexité que l'entreprise lui a imposée, mais par contre, il s'est fait hacker son mot de passe. Donc on continue l'investigation. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également fait une requête avec Elastic pour aller regarder tous les accès VPN, pour voir un petit peu quand l'utilisateur s'est connecté. Donc là, la solution Swimlane, comme tout à l'heure, on a fait une requête vers Elasticsearch pour aller récupérer des informations qu'on intègre directement dans l'outil. Et donc là, finalement, les informations que j'ai obtenues, je vois que l'utilisateur, il s'est connecté de 35 fois de Denver. Ça, c'est le hostname de sa machine. Il s'est connecté 25 fois de Boulder. C'est toujours le même hostname. Par contre, là, il y a un souci. Il s'est connecté à Dallas une seule fois. Et là, le hostname de la machine, ce n'est pas du tout celui qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc là, j'ai assez d'informations pour changer le niveau du ticket en true positif. Donc là, j'ai assez d'informations. Je sais que l'utilisateur, il a fait des choses qui sont compromettantes pour l'entreprise. L'utilisateur, son login et le mot de passe s'est fait compromettre. Et l'utilisateur, on a utilisé son compte avec une autre machine à partir d'une ville dont il n'a pas l'habitude de se connecter. Donc là, j'ai assez d'informations pour dire que oui, là, on a un incident, c'est vrai. Et donc là, il faut s'en occuper. Donc là, par exemple, je peux typiquement escalader le ticket vers le SOC Manager pour avoir les actions. Donc dans les actions, on peut imaginer déjà le blocage de son compte. Quand il y a un compte compromis avéré, en général, on va bloquer le compte. Et puis c'est surtout essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dans le document pour voir un peu les dommages qui ont été faits. Et donc en fait, dans notre outil de case management, on a fait une intégration, pour ceux qui connaissent, avec le NIST Framework, qui m'impose de checker un certain nombre de boîtes pour vraiment dire oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ci. Ça oblige finalement le security analyst de ne pas passer à côté de quelque chose, et on est obligé vraiment de cliquer toutes ces cases pour fermer le ticket. Donc voilà, ça c'était un exemple d'intégration d'un use case où la pièce maîtresse, c'était Elasticsearch, parce qu'on a été vraiment chercher de l'information dessus. On a été construire des requêtes dynamiques pour avoir la timeline. À partir d'une information, automatiquement, j'ai pu avoir une fenêtre que j'ai réduite pour voir tout ce qui s'est passé pendant cette plage horaire. Derrière, on a été relancer des requêtes pour voir tous les accès VPN. Donc là, on a vraiment une intégration efficace qui me permet vraiment d'automatiser un certain nombre de choses pour le security analyst. Alors maintenant, tout ça, comment ça fonctionne? Parce que là, je vous ai montré des choses, mais derrière, souvent, c'est des choses qu'il faut construire. C'est des choses... alors nous, on fournit des choses qui sont pré-packagées. Par exemple, ça, c'est des choses qui sont
prépackagé, mais si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne derrière le capot, sous le capot, comme on a l'habitude de dire, on a déjà une notion de connecteur. Alors, comme je vous le disais, un connecteur, c'est la manière de s'interfacer avec les solutions. Donc, par exemple, si je cherche élastique, je vais avoir un certain nombre de connecteurs, en l'occurrence 7, parce qu'effectivement, on a différentes versions d'élastique. Et quand vous cliquez sur un connecteur, vous avez à chaque fois le détail de ce qu'on peut faire. Par exemple, ça, c'est toutes les actions que je vais être capable de faire. À chaque fois, on va vous dire quel input vous devez mettre et quel output vous allez obtenir. Donc, dans ma solution, je vais devoir configurer, télécharger un connecteur. Donc, par exemple, si je vous montre, ici, je suis sur ma solution. Quand je clique sur plus, Find Connector, là, je vais obtenir exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, par exemple, élastique, on voit exactement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, j'ai simplement besoin de faire clic, connect, ça va télécharger le connecteur, et après, on va devoir le configurer. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir construire ce qu'on appelle des playbooks. Alors un playbook, c'est quoi? Un playbook, finalement, c'est un use case. Un use case, en fait, pour vous montrer à quoi ça ressemble, en général, on conseille à nos clients de vraiment formaliser sur papier qu'est-ce qu'ils souhaitent faire avant de se lancer directement dans le développement d'un use case ou en langage un playbook. Alors un use case, un playbook, c'est ça, c'est-à-dire qu'on définit étape par étape qu'est-ce que l'on souhaite faire. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, que je vous ai montré, moi, en fait, j'ai reçu une alerte d'Elastic. Donc, en fait, ici, je dois dire la manière dont je me connecte avec Elasticsearch et ce qui m'intéresse. Et une fois que j'ai reçu une alerte, je vais la processer et c'est là où je vais commencer à travailler. Je vais transformer les données. Par exemple, dans l'alerte que j'ai reçue tout à l'heure, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était l'adresse email de l'utilisateur. Parce que l'adresse email de l'utilisateur, ça m'a permis d'aller chercher d'autres informations. Donc c'est ce qu'on appelle un observable. C'est une pièce à conviction. Et cette pièce à conviction, vous vous rappelez, j'ai utilisé une solution de threat intel et je me suis aperçu que finalement, l'adresse email avait été vue dans le dark web. Donc en fait, on va processer les pièces à conviction et après, je vais pouvoir les utiliser à d'autres endroits. Donc en fait, on va, dans la solution, construire ce qu'on appelle des playbooks. Alors par exemple, je vais vous montrer un playbook ici, ingest alert. Donc là, en fait, on va récupérer des alertes. Ces alertes-là, on va les processer. Et là, vous allez voir, en fait, on peut imbriquer des playbooks entre eux. Et là, en fait, je vais passer des étapes successives qui vont me permettre, par exemple, d'avoir des informations type contextuelles. Par exemple, tout à l'heure, j'avais besoin du contexte de l'utilisateur, récupérer son job, son titre, pardon, s'il était toujours en place. Enfin, on peut imaginer tout un tas de solutions. Ces actions, vous pouvez rajouter des conditions, donc faire du if, then, else. Donc ça va vraiment vous permettre de construire des playbooks pour automatiser des choses derrière. Après, souvent, la partie visible de l'iceberg, ça va être ce genre de choses. On va avoir pour un SOC manager la capacité d'avoir des rapports de ce type. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour un SOC manager, le SLA était très important, savoir si les security analysts arrivaient à fermer les tickets rapidement. Ça, c'est un indicateur qui est très important. Et ça, c'est des informations qu'on va pouvoir extraire et utiliser sous forme de rapport. Donc, on peut avoir des rapports comme ça assez techniques. On peut avoir des rapports plutôt pour des ciseaux, des C-level. Par exemple, on peut avoir un rapport qui va plutôt me montrer des KPI. Par exemple, pour un ciseau, pour un RSSI, ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est de voir le taux de déploiement de l'EDR au niveau du parc. Donc ça, par exemple, je peux me fixer un KPI de 95% de déploiement de mon EDR. Là, en l'occurrence, je suis en dessous de mon KPI, je suis à 93%. Je peux aller regarder si mes utilisateurs sont formés avec l'outil de Security Awareness Training.
On peut se fixer un objectif de 90%, là je suis en dessous. Donc ça, c'est des rapports vraiment syllivol où on a plutôt des KPI. Et puis après, on va avoir ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la démonstration, où là, on va avoir un outil de ticketing, où l'idée, c'est de voir tous les tickets qui sont ouverts, ceux qui ont été résolus, ceux qui viennent tout juste d'être ouverts, et ceux qui sont en cours d'investigation. Donc par exemple, si j'ouvre un ticket, ici c'est un nouveau ticket, donc il n'a pas encore été pris en compte par quelqu'un, mais on voit déjà qu'il y a des corrélations qui ont été faites, comme dans la démo qu'on a vue tout à l'heure. On a récupéré le hostname de la machine, son username, son titre. Ici, je peux regarder si le ticket qui vient d'être ouvert a déjà été vu auparavant. Est-ce qu'il y a déjà eu des tickets similaires auparavant? Donc là, il se trouve que oui. Donc ça permet de comprendre et d'aider le security analyst dans son investigation. S'il y a déjà des choses qui ont été faites, il va regarder ce qui a été fait auparavant pour automatiquement fermer le ticket et apporter l'action de rémédiation appropriée. On peut, comme on l'a vu tout à l'heure, faire appel à de la CTI, à de la Threat Intel. Un outil à la mode aujourd'hui qu'on peut activer ou désactiver selon la sensibilité de l'entreprise, c'est ChatGPT. On peut aller, par exemple, poser la question à ChatGPT sur un CVE. Est-ce que ce CVE est dangereux ou pas? Ou qu'est-ce que c'est que ce CVE? On peut enrichir une knowledge base interne. Donc, vous pouvez vraiment construire une base de données interne. Et après, on a les actions de rémédiation. Donc dans le use case de tout à l'heure, l'action de rémédiation aurait été celle-ci. Il fallait absolument disabler l'utilisateur. Pour vraiment le temps de comprendre, le temps déjà de changer son mot de passe, il faut vraiment bloquer le compte pour aller bloquer les accès, éviter que ça se reproduise. Et puis après, une fois qu'on a clôturé l'incident, on peut générer un rapport pour expliquer, par exemple, dans la démo que j'ai faite, c'était quelque chose d'assez grave quand même. Donc là, on peut générer un rapport qui va se faire automatiquement et on va voir toutes les étapes, tout ce qui s'est passé, les timelines, les actions de rémédiation, les informations qu'on a obtenues à partir d'Elasticsearch. Tout ça, ça va être documenté dans ce rapport. Voilà, j'ai terminé pour la démonstration. J'espère que c'était intéressant et je vous remercie pour votre attention.